Hello les Zitata, nous revoilà pour découvrir un nouveau parcours de vie. Aujourd'hui, je vous propose l'itinéraire d'un surdoué, visionnaire et polyvalent, guitariste de talent très jeune. Il aurait pu faire carrière dans la musique, mais d'autres passions l'ont rattrapé, l'entrepreneuriat, la technologie, l'innovation. La suite, c'est lui qui va nous la raconter. Bonsoir Manuel Mondésir. Bonsoir Jean-Marc. Ton sourire m'a troublé, Manuel. Ravi de te recevoir. Tu es mon confrère et collègue sur Zitata, puisque Exactement. depuis un an maintenant, quasiment un an, depuis septembre, tu animes Terre d'Innovation. Oui, ça fait drôle d'être chez nous. De l'autre côté. Oui, tout à fait. Pour une fois, c'est toi qui est interrogé, mais ça a été quand même pas mal le cas ces derniers temps. Alors, merci d'avoir accepté de partager ton parcours avec nous. On va voir que c'est un sacré parcours. Tu es le patron d'Awitech, C'est ça. que tu as créé il y a 10 ans, quasiment. Exactement. Tout juste, de 2016. Ouais. C'est à la fois de la formation et de l'information digitale, on peut dire ça comme ça. C'est ça, même de la transformation. On aide les entreprises à se transformer avec le digital, c'est exactement ça. On va y revenir dans quelques minutes. On va commencer par découvrir qui est Manuel Mondésir et ton histoire personnelle, c'est Kimounouye. Alors, qui est Manuel Mondésir ? Écoute, moi je suis né en 82, donc j'ai 44 ans. Enfance super. Moi j'ai vécu au Robert, même si mes parents ne sont pas de là. Des traits de personnalité que tu te reconnais en fait. Quelles sont tes qualités, tes défauts ? C'est difficile de parler parfois de ces qualités. Ouais, moi je pense que je suis curieux et enthousiaste, très souriant jusqu'à aujourd'hui. Et les défauts, qui est une qualité, hein, mais c'est mauvais perdant. Voilà, ouais. J'aime gagner, donc j'ai toujours aimé donner le meilleur de moi. Et donc, quand je gagnais pas dans toutes les situations, alors là pour le coup, c'est des colères ou des pleurs. Voilà, ça c'est toute mon enfance, toute mon adolescence. Aujourd'hui, je pleure un peu moins, mais voilà. Alors le petit Manuel ne devait pas imaginer ce qu'il allait devenir quand il était dans les bras de ses parents sur cette photo magnifique. Elle est très belle cette photo, ouais. Très très belle. Donc effectivement avec mon père et ma mère, je pense qu'elle a été tournée au Robert. Voilà, ouais. 1982. C'est ça. Les plus belles années, les années 80. Ouais. Donc ton papa... Edmond Mondésir, très connu, notamment dans le milieu de la musique traditionnelle, du ballet, etc. On va voir que tu as pas mal travaillé avec lui. Et puis ta maman. Ma maman qui est, comme mon père, une ancienne enseignante. C'est elle qui m'a élevé, qui a fait aussi ce que je suis devenu, qui m'a éduqué, et qui m'a fait découvrir tellement de choses et qui font peut-être aussi que je suis un touche-à-tout. Comme on a beaucoup de photos à voir, on passe à la suivante, parce qu'effectivement, tu nous as régalé au niveau des photos. Alors, je te laisse commenter celle-ci. Elle est un peu floue, mais je pense qu'elle est... Oui, là, je suis dans les bras de ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère. On est à Macouba ou à Basse-Pointe. C'est là dont vient la famille de ma mère. Voilà, donc il y a mes arrière-grands-parents qui sont au fond assis. Voilà, donc là, on est remonté un peu loin, là. Ouais. On va retrouver bébé dans son cosy. Maintenant, il a pris un petit peu de poids. On va... Voilà. Donc on voit déjà la curiosité. Je suis peut-être en train de me dire qu'est-ce que je peux faire avec cet objet. Et tu as été un bébé plutôt qui pleurait beaucoup? Oui, je pleurais. Je pleurais, mais j'étais calme aussi. Ouais, j'étais calme, mais je pleurais pas mal, ouais. On continue à remonter l'album ici avec ma grand-mère de nouveau, voilà. Donc la mère de ma mère. Voilà. La relation, bien sûr pas à cet âge-là parce qu'on ne s'en souvient pas, mais après, la relation avec tes grands-parents, ta grand-mère. Oui, mais une très bonne relation avec mes grands-parents. Ma grand-mère, elle avait beaucoup d'humour. On va voir mon grand-père aussi maternel tout à l'heure. Non, j'ai eu de très très bons rapports. Je les ai beaucoup connus. Alors, ils sont tous partis, mais effectivement, j'en garde de très bons souvenirs. Alors ensuite, une photo avec ton petit frère. Il y en a beaucoup de photos avec ton petit frère. Là, avec papa, avec Edmond. C'est ça. Là aussi, très très jolie photo. Oui, je retrouve mon magnéto, puisque la musique, c'est très important pour moi. Donc, écouter ma musique, ça a commencé très tôt. Effectivement, une photo avec mon petit frère Eric, voilà, qui a une très grande place dans ma vie aussi. On est très complices. Vous avez combien d'années d'écart ? On a 3 ans d'écart, oui. Voilà. Donc, j'ai aussi, on verra sûrement les photos, un grand frère et une grande sœur. Tout à fait.
Alors oui, les photos avec ton petit frère. Alors on va y aller chronologiquement. Ouais. Alors là, voilà par exemple 2 autres photos. C'est Et ça. la guitare fait son apparition. Exactement. Et j'étais surpris quand j'ai cherché les photos de voir que la guitare était déjà là, parce qu'on voit qu'elle me mange. Mais très tôt, j'ai été attiré par cet instrument. Voilà, on va en parler, mais j'ai composé très tôt de la musique. Ouais. Ah, tu as composé très tôt. Ouais. C'est-à-dire qu'à cet âge-là, enfant, tu commençais déjà au CE2, à gratter quelques notes. J'avais déjà mes premières compositions que je jouais, que j'avais amené la guitare à l'école. Ouais. Quand je disais qu'il est surdoué, vous voyez. On continue avec... là, les grands frères grandissent et ils commencent à prendre de la hauteur d'ailleurs dans l'arbre du milieu. Voilà, et donc du coup, on voit Corinne, donc ma grande sœur derrière nous. On a 6 ans d'écart. Corinne Boulogne-Yanting, on a grandi ensemble. Je la considère comme ma sœur et qui est aujourd'hui une avocate prestigieuse. Et effectivement, on voit la complicité avec mon frère à tous les âges là, avec notamment nos chemises à carreaux sur la dernière photo. Ouais. Comment tu expliques cette complicité? Parce que parfois, il y a des frères, 3 ans d'écart, c'est pas énorme, c'est pas... comment expliquer cette complicité entre vous deux? Alors en fait, je pense que c'est des meilleurs amis, hein, on est ensemble. Mon père était très occupé, ma mère, du coup, elle devait nous élever, mais elle avait aussi ses choses à faire. Donc, on a pu nous construire, être, moi, un peu une inspiration, essayer de lui montrer les choses. Je pense qu'on va voir tout à l'heure d'autres photos où on a des moments de vie. Et voilà, et c'était... Depuis tout petit, il était très curieux. On aimait les sciences, on aimait découvrir des choses. Voilà, donc ça s'est bâti comme ça. Ouais. Et tu le disais tout à l'heure, vous avez un grand frère avec qui on vous retrouve ici, qui est le fils d'Edmond. Voilà, qui est le fils de mon père, donc Malik Mondésir, donc qui est à la droite. Pareil, très cultivé. Malik, dès son jeune âge, je pense qu'à cet âge-là, on publiait déjà des poèmes de lui dans des revues. Il avait vraiment un talent d'écriture. Et aujourd'hui, il est infirmier. Mais il est aussi DJ. Voilà, donc la musique est à la place. Il est de retour en Martinique depuis peu. Ouais. Est-ce que, alors rappelle-moi le prénom de ton petit frère. Eric. Est-ce qu'Eric lui aussi fait de la musique? Exactement. Eric, il est éditeur musical, donc il fait de la promotion d'artistes de la Caraïbe. Bon, chien pas café chat. C'est ça, exactement. Vous êtes les fils d'Edmond, donc voilà. On va retrouver ta grande sœur. Ah non, pardon, la photo de classe d'abord. Oui, très important la photo de classe. Je crois que tu es tout en bas à gauche. Voilà, je suis tout en bas à gauche. J'ai l'impression que les chemises, ça me connaît. Mais tu aimes bien les chemises à carreaux. J'ai l'impression, j'aime bien. À ce moment-là. Donc là, c'est vraiment génial de revoir cette photo. C'est ma mère qui me l'a envoyée parce que je me suis rendu compte que je reconnais des visages. Il y a mon meilleur ami qui est resté très longtemps, mon meilleur ami, Kif Fideri, que je vois, qui a fait une très belle carrière. Voilà. Et non, ici, on est à l'école Mansard, au Robert, où j'ai fait tout mon primaire. C'est là aussi que j'ai rencontré Jean-Marc Medeuf, qui est devenu un petit peu mon mentor pour la guitare. Donc, c'est des très, très bons souvenirs. Donc, je le disais, ta grande sœur, on va te retrouver avec elle ici. Exactement. Voilà, donc effectivement, ma mère, c'est sa marraine en fait, mais je la considère comme ma sœur. Corinne a vécu à Sainte-Lucie, donc on est là à Sainte-Lucie. Et oui, elle compte beaucoup pour moi, elle m'a beaucoup poussé, elle est très ambitieuse, elle fait de très grandes choses en tant qu'avocate, notamment pour les victimes. Et on sent la complicité aussi là, c'est une belle photo. Tu as eu l'occasion de beaucoup voyager Moi, j'ai beaucoup voyagé. Il faut savoir que ma mère m'a beaucoup poussé. Et elle a fait quelque chose qui est incroyable, c'est que quand l'école se terminait en Martinique, elle m'envoyait à Sainte-Lucie ou à Trinidad faire la fin de l'école. Donc, j'ai eu tout de suite un très beau niveau d'anglais parce qu'en fait, j'allais à l'école avec des Saint-Luciens ou des Trinidadiens. Donc, c'est peut-être lors d'un voyage comme ça où je suis là. Tu parlais de ton grand-père maternel. On va vous retrouver ensemble sur la photo suivante, la chemise à carreaux d'ailleurs. Exactement, de nouveau, elle est là. Donc, effectivement, Félix Douins. Donc, mon grand-père, c'est un ancien diplomate. Il a fait toute sa carrière dans la diplomatie. Son père a été maire du Robert, Henri Eliosé. Et mon grand-père, maternel, je l'ai peu connu. Mais dès qu'on s'est connus, on a vraiment lié une relation. Il était vraiment érudit de grec, de latin.
Et il me forçait à écrire. À chaque fois que j'écrivais des mots, il me donnait la racine latine. Et puis, il m'a offert aussi pas mal de cadeaux pour la magie. Il voulait que je sois prestidigitateur. Ah oui. Voilà. Et lui, il a fait toute sa carrière en Afrique. Il a travaillé avec voilà, tous les chefs d'État, enfin une grande partie en tout cas. Tu évoquais d'autres moments de vie avec Eric. Ouais. Il y en a un là, par exemple, avec votre maman. Avec ma maman, ouais. Voilà, là, on est au ski. Et effectivement, à cette période, je crois que j'étais déjà en classe préparatoire. Et voilà, moi, j'étais resté travailler. Eux, ils allaient skier. Moi, j'avais plutôt eu des vacances studieuses. Mais on voit encore la complicité qui se lit là sur les visages. Ouais. Alors, il y a eu des moments moins souriants, comme celui-ci, par exemple, où tu fais réviser Eric. C'est ça, ouais. Aucun des deux ne sourit. Là. On est concentré. En fait, Eric, il a toujours eu une aptitude pour les sciences et les mathématiques. Donc, peut-être qu'on est en train de buter sur un problème et qu'on est en train de réfléchir. Ma mère raconte une histoire où, quand j'étais petit, j'arrivais pas à résoudre un problème. Et il a donné la réponse et on s'est dit waouh, c'était incroyable. Donc voilà. Mais lui a fait une carrière d'ingénieur. Il avait cette aptitude. Donc peut-être qu'effectivement on est en train de réfléchir sur un problème insolvable. Oui. Et puis bien sûr, on en parlait tout à l'heure en évoquant la musique. Il y a papa. Ouais. Alors papa au tambour. Ouais. Ça, c'est une photo que beaucoup de Martiniquais ont vue. C'est ça. Alors, pour la musique, je voulais quand même préciser que, comme je disais, c'est quand même ma mère qui m'a éduqué sur tous les aspects. Et pour moi, la musique, c'est quand même ma mère. D'accord, donc elle avait une vraie fibre musicale. Elle a déjà cette fibre musicale, puisqu'elle a pris des cours de piano et elle jouait très très bien et elle jouait au piano, donc je l'entendais. Et puis surtout, c'est elle qui m'a poussé. Elle m'emmenait partout dans les concerts, beaucoup de concerts classiques, de concerts de jazz, de concerts de musique caribéenne qui m'ont nourri. Et puis c'est elle qui m'a poussé à prendre des cours de guitare, de saxophone, enfin toutes les activités, puisque j'ai fait, je pense que j'ai fait à peu près toutes les activités sportives ou intellectuelles qui soient possibles quand j'étais petit. Donc je voulais quand même lui rendre cela. Mais effectivement, après, avec mon père, on a effectivement lié une vraie relation au niveau de la musique qui nous a emmenés presque partout dans le monde. Ouais. Et puis celle qui t'accompagnait partout et qui t'accompagne encore partout, c'est la guitare. C'est la guitare. Alors j'aime beaucoup les deux photos qui sont là. Alors il y en a une qui est plutôt un côté un peu Jackson 5 et puis l'autre qui est plutôt rocker. Voilà. Donc oui, ma guitare. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est ma mère aussi qui m'a poussé à ne pas abandonner. Et à un moment donné, j'ai un déclic où je ne voulais plus quitter la guitare, mais tous les débuts d'apprentissage, parce qu'on a l'impression que c'est simple, non, c'était pas évident. Mais j'ai rencontré effectivement au Robert Jean-Marc Médeuf, éminent guitariste, qui m'a poussé, qui a lancé les carrefours de la guitare, etc. Et c'est vraiment devenu une passion, la guitare, et jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment mon équilibre. Ouais. On va en reparler tout à l'heure. Une photo un peu douloureuse. Ouais. Ici, c'est une photo plus récente, mais c'est aussi pour montrer que la vie est courte. Hein, c'était mon meilleur ami sur ces dernières années, Miguel Collet, qui est décédé l'année dernière. Et voilà, je voulais lui rendre cet hommage parce que c'était... Enfin, je trouve qu'on cherche, on trouve des qualités chez ses amis. Et lui, c'était un soleil, une générosité. Et en tout cas, voilà, je pense presque tous les jours à lui et je garde ça. Quand ça va pas, je me dis, mais Miguel, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait été généreux. Il aurait fait la vie est faite de rencontres, on va voir qu'il y en a eu beaucoup aussi, notamment dans le milieu musical, mais qui sont devenus des vrais amis. Et puis on termine avec une photo plus heureuse. Au Brésil, ça te dit quelque chose? C'est ça, voilà. Donc là, c'est mon mariage, puisque pour être comme je vais être original, je me suis marié au Brésil, au centre où on voit ma femme. Quand je l'ai rencontrée, un mois après, elle partait au Brésil. Elle a toujours été amoureuse du Brésil. Elle a étudié là-bas, donc j'ai dû me mettre au brésilien. Et puis après, on a vécu 4 ans là-bas et finalement on a décidé de se marier là-bas. Donc là il y a à la fois ma belle famille et ma famille, on est tous réunis au consulat. Et on va voir que tu as une histoire très, très, très forte avec le Brésil. Ouais. On va parler maintenant de ton parcours professionnel, c'est Matinique. Bon, on l'a compris, hein, quand on est surdoué, forcément, on a des résultats brillants. Donc, tu as eu ton bac à 17 ans. Tu as reçu une bourse à l'ISEE qui t'a permis, en fait, de financer une partie de tes études. Exactement. On voit d'ailleurs que la photo utilisée pour évoquer la bourse Élysée, c'est la photo du guitariste. C'est ça, ouais. En fait, tu parlais tout à l'heure, moi, j'avais beaucoup... je voulais vraiment réussir au bac. Et finalement, j'ai échoué parce que je n'ai pas eu les résultats que je voulais. Et c'était je crois, le lendemain du bac, et on m'annonce que j'avais eu la bourse à l'ISEE. Donc j'étais là, mais mon Dieu, mais c'est pas moi qui ai eu la meilleure note au bac de l'académie. Mais tu as eu ton bac.
Mais j'ai eu mon bac et puis surtout, voilà, j'ai pu jouer voilà, ce jour-là. Et donc, c'est cette photo qui a été gardée. Et effectivement, cet argent, c'est une somme importante qui m'a permis de financer une partie de mes études qui coûtent, c'est des études qui coûtent cher. Oui, parce que tu as fait la plus grande école qui soit au niveau commercial marketing, c'est HEC. Alors, on voit là, d'un côté, c'est une expérience HEC Junior Conseil et puis à côté, le diplôme. Oui. Pour HEC, c'est là aussi. Enfin, moi, je trouve que le message qu'on peut passer, c'est surtout quand on vient de Martinique ou des Antilles, c'est de croire en soi. Moi, quand même, la petite histoire, je vais en classe préparatoire, c'est difficile, etc. Et je vais à HEC, mais je vois que les résultats, je vois que je suis admissible. Mais le pire dans tout ça, c'est que j'ai vraiment bien réussi. J'ai majoré, je suis sorti premier des oraux d'HEC. Et c'est incroyable. Tu n'y croyais pas, tu as été surpris. Non, c'est-à-dire que je me rappelle que durant les oraux, je voyais tous les gens, je me disais, bon, moi, je n'aurais pas, donc je passais un bon moment, je discutais avec les gens, et après, finalement, il y a eu le résultat. Et pourquoi j'ai mis la photo à côté HEC Junior Conseil, c'est que moi, à HEC, j'ai fait quelque chose qui était différent, et on était ce petit groupe, c'est que déjà, à HEC, je travaillais. Cette association, c'est une association de conseil. C'est une espèce de micro-entreprise. C'est une micro-entreprise, exactement ça. Et en fait, on travaillait déjà pour des entreprises, on leur faisait des études de conseil et ça me permettait de gagner de l'argent pour payer mes études. Donc, j'étais enseignant. Donc, ça aussi, c'est très drôle parce qu'à une époque, à HEC, j'ai un appel d'un établissement dans le 5e, le lycée Lavoisier, prestigieux. Et ils m'appellent, je pense qu'ils veulent que je sois surveillant. Ils me disent non, on veut que vous soyez prof. Donc j'appelle ma mère, je lui dis mais je peux pas être prof. Elle me dit si, vas-y. Donc à cette époque, effectivement, j'étais à Junior Conseil, j'étais enseignant et donc ça me permettait d'avoir des revenus pour payer l'école. Mais je faisais quand même beaucoup de musique aussi à HEC. J'ai fait beaucoup de musique. Ça veut dire qu'il y avait déjà, ils t'ont repéré très tôt en fait. Écoute, pour la Junior Conseil, je ne sais pas comment je me suis retrouvé là. Je pense qu'ils m'ont trouvé sympa, ils m'ont proposé. Mais ça a été une expérience très importante pour moi jusqu'à aujourd'hui. Et sur la partie pour être prof, écoute, effectivement, quand on est à HEC, les gens estiment que potentiellement on a les compétences. Et donc j'ai sauté et ça s'est très bien passé, cette première expérience d'enseignement. Et c'est un lien avec Arwitech, mon entreprise, parce que je me suis rendu compte que j'aimais transmettre, j'aimais former. Oui. Alors après avoir été diplômé, tu te lances dans le consulting et l'audit avec des cabinets prestigieux, Ernst & Young notamment, et j'oublie le nom de l'autre. C'est assez Pitt Marwick. Voilà, tout à fait. Donc intéressant en termes de première expérience. Oui. Et puis on sait que voilà, quand on a fait à HEC, c'est bien de mettre ces lignes sur ce CV. Et puis après, je vois à l'écran orange. Tu as tout le temps été repéré en fait ou en tout cas tu as réussi très rapidement à ça c'est une bonne surprise sélectionné par des programmes prestigieux comme celui-ci. Mais écoute, ça aussi c'est une très bonne surprise parce que ce programme effectivement c'est un programme où il détecte des talents qui vont tout de suite prendre des responsabilités très importantes. Donc écoute, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors c'est un programme en fait qui permet de repérer de futurs cadres, c'est ça, de les former. Et parfois d'aller beaucoup plus loin que le simple encadrement, puisque tu te retrouves au Brésil à devoir monter en fait la filiale Orange du Brésil. Voilà, alors la vraie histoire, c'est que ma femme trouve un super emploi au Brésil chez Decathlon, et elle me dit est-ce que tu serais partant pour qu'on parte? Et je lui dis ok, on fait nos valises, on part. Et je lui dis je serai musicien. Elle me dit non, pas question. Donc tu y as pensé à être musicien professionnel? Ah ouais, j'y ai pensé. Et là, elle me dit non, il faut que tu trouves autre chose. Donc j'ai commencé à discuter avec Orange et il y avait effectivement cette opportunité, mais j'ai dûu passer quand même 10 entretiens et finalement j'ai été sélectionné pour monter cette filiale d'Orange. C'est quand même extraordinaire parce qu'on est en 2012, tu as combien, 30 ans? C'est ça, j'ai 30 ans. Et tu accèdes comme ça à une mission extraordinaire qui est d'installer Orange au Brésil. C'était extraordinaire, ça a demandé beaucoup d'humilité. Pour être tout à fait sincère, moi quand je passe ces entretiens, je ne parle pas encore couramment portugais, mais je suis obligé de le dire parce que je sais que sinon je ne serais pas pris. Dès que j'arrive, je m'enferme dans ma chambre et je fais du brésilien portugais du matin jusqu'au soir. Au départ, les gens me parlent, je comprends pas, puis très rapidement, j'arrive à m'exprimer. Mais même quand je rencontrais les gens, là-bas, ils pensaient pas que c'était moi le directeur. Tu vois, des fois, j'ouvrais la porte, ils rentraient, ils cherchaient le directeur, non, c'était moi. À l'écran, on montre... Alors, il y a aussi Vite, qui est en fait une de tes créations dans la tech. C'est ça, c'est une start-up, en fait. Moi, je crois...
qu'il faut être capable. Sensiblement à la même période. Hein? Oui, c'est la même période. Je crois qu'il faut reconnaître le talent. Moi, quand j'étais chez Orange, avec Orange Graduate Programme, on a très vite aussi des responsabilités. Donc, j'avais déjà des cadres. Et il y avait un des cadres que j'avais sous ma responsabilité, Martin, qui, à un moment donné, me dit j'ai envie de monter mon entreprise, et il part. Et puis, il me recontacte après pour me dire j'ai monté Vite, mais je vois qu'il faudrait que tu sois avec moi. Donc, du coup, il devient un petit peu mon patron dans cette start-up. Lui s'occupe de la partie développement parce que c'est un geek et moi, je fais la partie marketing. Et donc, pour expliquer cette application Vite, elle permet facilement de trouver un rendez-vous, d'ouvrir son calendrier quand on est un professionnel, pour que quelqu'un puisse prendre rendez-vous. Donc, c'est intéressant pour les docteurs, pour les experts comptables, etc. Et aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de classique, mais à l'époque, c'était très innovant. Encore aujourd'hui, hein. Ça existe encore aujourd'hui. Moi, j'en suis sorti et Martin continue de la développer. Alors ensuite, on précise, on va voir effectivement, on va te voir notamment avec le logo Awitech, qui est en fait l'entreprise que tu as créée, mais on précise que tu as en fait créé Awi Music, dont on va parler dans la troisième partie, bien avant. Exactement, Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé Awitech. Awi Music, c'était Afro West Indies Music. Et je la crée dès 2005, après être allé en stage à Trinidad. Où il y avait un HEC qui était là, qui était amoureux de la musique trinidadienne. Et donc, j'ai compris comment monter un label. Et j'ai monté ce label pour m'occuper notamment de mon père et aussi d'autres artistes dont on va parler. Dans la troisième partie. Alors, Awitech, là, on est complètement dans la tech, c'est le cas de le dire, dans la communication digitale. Et à ce moment-là, tu décides de rentrer en Martinique. C'est ça. En fait, il y a le projet Migration. On est en 2016, c'est ça. Exactement, 2016. Il y a un projet qui s'appelle Migration Retour, j'en entends parler. Il y a déjà des amis de Parallèle 14 qui sont rentrés. Je me dis, waouh, ils ont eu des expériences incroyables, Yohann et Saïdou, et je vois qu'ils rentrent. Je me dis, bon, il se passe quelque chose. J'ai un ami aussi qui perd son père. Il est au Brésil alors que son père était en France. Et je me dis, waouh, quand même, perdre un des parents quand on est loin, c'est dur. Donc je me dis, attends, j'ai jamais connu ce que c'était de travailler en Martinique. Je me rends compte aussi à cette époque-là, parce que je n'avais pas encore quitté Vite, que Vite, on commence à avoir des clients dans des centaines de pays dans le monde. Et je me dis, si je peux gérer des clients depuis le Brésil, je peux faire la même chose depuis la Martinique. Donc, tout ça fait que j'en parle à mon épouse et on se dit, OK, on va essayer de vivre l'expérience Martinique, mais professionnelle, et on va créer chacun notre entreprise. Donc, moi, je viens au départ sur ce projet. Ce n'est pas très clair dans ma tête, mais je me dis que je vais trouver. Et effectivement, les premiers mois, je cherche et comme tu dis, je propose des services de communication digitale, je crée des sites web, voilà. Et puis, au bout d'un moment, j'ai une expérience dans la formation et je me dis, ouais, c'est ça. J'aime transmettre. Parce qu'à ce moment-là, on parle déjà de transformation digitale des entreprises. Et j'ai cette première expérience, je me dis, voilà, je crois que j'ai trouvé. Et petit à petit, Awitech grossit. Aujourd'hui, on a presque 10 collaborateurs, mais surtout, on travaille avec une trentaine de formateurs, de coachs, de consultants. Et pour des clients dans le monde entier. Oui, alors, on a quand même essentiellement des clients aux Antilles-Guyane, mais effectivement, ça nous arrive d'avoir des clients ailleurs. Ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on a fait la démonstration avec Awitech qu'on est capable de remporter des appels à projets nationaux. On travaille avec BPI France, on travaille avec l'Union européenne, etc. Et on apporte finalement des projets qui sont d'abord pensés pour le national. On dit, mais non, il faut aussi qu'on soit capable d'avoir de l'impact sur nos territoires. Alors, Awitech propose quoi aujourd'hui, clairement? Alors, j'ai vu que vous menez, par exemple, une étude sur la consommation des réseaux sociaux, sur l'utilisation des réseaux sociaux. Exactement. C'est une étude qui est publiée régulièrement. Comment, par exemple, tu récupères ces données? Parce que c'est un sacré travail. Alors, comment on fait? Alors, c'était plus facile avant. On allait sur les plateformes publicitaires et on pouvait voir les comportements, en fait, en se loguant et on récupérait les informations. On a fait aussi une étude sur la consommation WhatsApp. Là, on va publier dans quelques jours une étude sur l'usage de l'intelligence artificielle pour les entreprises en Martinique. Donc, on essaye toujours de se dire, il manque des données sur nos territoires alors qu'on les a ailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? À Awitech, aujourd'hui, on est passé de la simple formation à vraiment une optique de transformation. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'aller dans une entreprise, de comprendre où elle en est, et soit via le digital, soit via l'intelligence artificielle, être capable de l'accompagner via l'audit, via le conseil ou via la formation pour vraiment avoir un impact. Moi, ce que j'aime dire au niveau du professionnel, c'est que je crois qu'il est possible de faire progresser les organisations grâce à la technologie, mais pour que ça ait un impact sur l'humain. Moi, je ne suis pas pour un asservissement
par rapport à la technologie, ce qui est très important pour moi, pour mes collaborateurs, c'est qu'on ait un épanouissement, même si nous, on travaille beaucoup, mais que la technologie soit un support, un outil, et pas quelque chose qui nous remplace. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie aussi de faire en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, où on est aujourd'hui vraiment déployés. Ouais. Alors, ça passe aussi par l'organisation de séminaires, d'événements, d'ateliers, comme celui très récent du 11 juin, où là, tu abordes un sujet complètement d'actualité, qui est celui de l'intégration de l'IA dans les entreprises. Ça se passait à l'IMS. Alors, l'IA, on va se prendre 2 minutes pour parler de l'IA, en fait. Bon, qu'est-ce que tu leur as dit là ? Il ne faut pas avoir peur de l'IA. Au contraire, aujourd'hui, c'est un véritable apport pour une entreprise quand on la maîtrise. Ça, j'avais dit ça il y a 2 ans. Ce que j'ai dit là, c'était qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, dans une entreprise, du bas jusqu'au haut de l'entreprise, tout le monde l'utilise. Et que finalement, c'est une chance, mais c'est aussi un risque. On va voir la photo de ce séminaire. Donc c'était un pari fou parce que dans cette salle-là, il n'y a que des dirigeants. Il n'y a que des cadres dirigeants. Alors, ce n'était pas forcément inclusif, mais j'avais aussi envie d'un moment où il n'y avait que des dirigeants de grandes entreprises pour qu'on soit entre nous et pour évoquer des sujets tabous. Par exemple, est-ce qu'on a le droit de mettre des données d'entreprise dans une IA ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser des données de clients dans une IA ? C'est quoi les amendes qu'on va recevoir si on fait ce cas ? Est-ce qu'on peut utiliser des solutions américaines ? Enfin, voilà, toutes les questions hyper difficiles, on les a traitées là. On avait aussi des gens notamment des clients qui ont pris la parole pour expliquer comment l'IA a transformé leur entreprise. Mais comme il y avait l'ARACT qui est là, qui surveille un peu tout ce qui est lié sur l'humain, ils ont posé des questions. L'ARACT sur les conditions de travail. Les conditions de travail, etc. Donc, c'était vraiment passionnant. C'était un très beau moment. C'était beaucoup de travail. J'ai travaillé pendant des mois sur ce moment. Mais j'en étais vraiment ravi. La salle était comble. On a refusé des centaines de personnes. Et pour nous, c'est important aussi de faire des événements gratuits comme ça, où on est capable... pour moi, on a vraiment haussé le niveau. Et on a parlé de sujets compliqués, difficiles. Mais oui, si je dois dire, par rapport à ta question, oui, je pense que l'IA, de toute façon, elle est présente. Donc, c'est une opportunité. Maintenant, il faut être capable de l'encadrer. C'est pour ça qu'il y a des entreprises comme Awitech. Chacun doit avoir ses spécialités, ses spécificités. Et en fait, moi, je crois vraiment, et c'est ce qu'on fait aussi au sein de notre entreprise, quand on a besoin d'un consultant RH parce qu'on n'a pas d'expertise, on le prend. On a une très bonne relation avec notre expert comptable. Par contre, sur la partie digitale, on fait partie des leaders qui sont capables d'accompagner. Voilà. Il y a encore beaucoup de fausses croyances ou d'idées reçues concernant l'IA ? Pour moi, pour être tout à fait sincère, je pense plus qu'on est sur un territoire qui est tellement petit que le quotidien est comment je fais mon chiffre d'affaires, comment je fais ma marge, comment je gère l'humain. Et que finalement, les dirigeants n'ont pas forcément le temps de penser et puis ils vont avoir des sollicitations, ils ne savent pas qui choisir. Donc, ils se sont permis ce jour-là de prendre un moment pour se remettre à niveau, pour échanger. Je ne pense pas qu'il y ait de retard ou de fausses croyances. Je pense juste que, étant donné qu'on est sur un micro-marché, on doit quand même faire plus pour continuer à exister. Et c'est un vrai challenge d'être entrepreneur aux Antilles. Tout à fait. Alors, ce que tu ne nous as pas encore dit, c'est que non seulement il y a Awi Music, on va en parler, il y a Awitech, mais il y a aussi des comptes pour enfants. Il y a aussi une expérience que tu as eue avec Google. Tu as devant toi, par exemple, ces fameux comptes pour enfants. On ne pouvait pas tout mettre dans les photos. Donc voilà. À quel moment tu arrives en fait à avoir une telle variété d'activités ? J'étais sûr que tu allais me poser cette question. J'ai essayé de réfléchir tout à l'heure en me rasant. Pour moi, ça tient à plusieurs choses. Tout d'abord, je pense qu'il faut être capable d'être aidé. Moi, je vois aujourd'hui sur mon quotidien, tous les jours, je fais du sport, je fais de la méditation, je fais ma sieste, mais je vois aussi que... C'est important la sieste. C'est très important, la micro-sieste de 20 minutes. Mais je vois que, par exemple, je ne pouvais pas faire mon sport si les parents de ma femme ne gardaient pas mon fils 1 heure pendant que je vais au sport. Donc, il y a aussi ça, c'est-à-dire que souvent, il faut voir la réalité de quelqu'un pour se rendre compte que potentiellement, il a trouvé aussi une aide que tout le monde ne peut pas avoir. Voilà, moi, j'ai la chance d'avoir mes grands-parents, d'avoir ma mère. Voilà, donc je sais aussi qu'il faut être capable de s'entourer. Et pour la musique, tout ce que j'ai fait, on va en parler, mais ça a été aussi en s'entourant. La deuxième chose pour moi, c'est l'organisation. Moi, je suis quelqu'un d'hyper structuré. Quand je fais des tests, un des premiers métiers que j'aurais pu faire, c'est militaire. Donc, pour moi, c'est militaire.
tout est cadré, je sais exactement ce que je fais à tel moment. Je pense aussi que j'ai cette capacité de dire non, c'est-à-dire de ne pas... tout accepter. Ouais, tout accepter. C'est des fois difficile. Et des fois, on se dit... mais il faut avoir aussi ce courage de dire non. Ça ne veut pas dire non pour tout le temps, mais là, ce n'est pas possible. Et penser à soi, notamment à sa santé, je pense que c'est très important. Et puis après, il se trouve que moi... quand je suis posé, j'ai l'impression qu'il faut que je reparte. C'est vrai que je suis en train de dormir ou sinon je fais quelque chose. Mais ça peut être même des tâches ménagères. Voilà, je suis toujours en mouvement. Et puis j'ai une vraie curiosité. En fait, si tu me parles d'un projet, tout de suite, je vais avoir envie d'en savoir plus. J'ai cette curiosité. Voilà, donc, tu as d'ailleurs amené aussi ton livre de chevet. Oui, tout à fait. Ouais. Ça, je le conseille à tout le monde. Le mythe de l'entrepreneur revisité. Voilà, le mythe de l'entrepreneur. Moi, ça a été vraiment... il y a un moment avant, un moment après la lecture de ce livre. C'est un livre qui m'a permis de comprendre pourquoi beaucoup d'entreprises en Martinique disparaissent, notamment parce qu'en fait, un dirigeant ne peut pas simplement être un technicien, celui qui sait faire, mais il doit aussi prendre de la hauteur, être le visionnaire, être le manager. Et ce livre, pour moi, il a tout changé. Et il m'a permis aussi de prendre une dimension en tant que dirigeant, pour accepter que des fois, il faut accepter de perdre un peu le contrôle. Il faut savoir comment créer du cadre, créer des processus. Et voilà. Et moi, comme je n'ai pas le temps de lire, par exemple, comment je m'organise, c'est que j'ai des livres audio. Voilà. Donc, dans ma voiture, j'écoute les livres. Voilà. Et puis, on termine avec les médias, parce que les médias, alors je ne parle pas des immédiats, je parle des médias classiques, on va dire RCI et Zitata. Pendant plusieurs années, tu as co-animé avec Catherine Bilascopet sur RCI les mercredis connectés. Belle expérience radio. Et puis, depuis, je le disais, depuis septembre, tu animes Terre d'innovation sur Zitata. C'est une autre corde à ton arc. En fait, j'adore ça. Je crois que dès que je vois un micro ou une caméra, alors la caméra, je n'avais pas encore fait, donc merci à Max Moros de m'avoir offert cette opportunité, même si je suis souvent quand même invité dans les médias, mais avoir son émission à soi, c'est un vrai challenge. Moi, j'aime l'exigence que ça demande. Je vois comment tu as préparé ton émission, comment on a échangé. J'aime cette exigence. Il y a du travail, il y a du fond, il y a de l'impact aussi parce que c'est des histoires qu'on raconte. Alors là, pour l'innovation, aujourd'hui, on raconte une histoire sur moi. Je trouve que c'est vraiment passionnant et souvent, je me pose la question justement sur le nom. C'est si je devais juste garder quelque chose dans ma vie, qu'est-ce que je garderais? Et par exemple, le fait de transmettre, c'est-à-dire faire des conférences, animer des webinaires, prendre la parole dans des émissions, ça, je sais que je conserverai cela. Je prends beaucoup de plaisir à le faire. J'apprends des autres et ça éveille ma curiosité. Et ça c'est très important, effectivement, pour moi. Bon, comme on a encore pas mal de choses à voir au niveau de la musique, on passe à politique. OK. Bon, Manuel Mondesi, on n'a pas le temps pour la politique politicienne. Par contre, il a le temps pour des engagements et des passions. Et cette première passion, on en a parlé dès le début, c'est la musique. Il n'y a pas que la guitare, on va le voir, parce que tu es un excellent guitariste, mais tu es aussi quelqu'un qui est multicorde. Je suis un entrepreneur de la musique. Voilà, au niveau de la musique. On va commencer par revenir à la guitare, avec un trophée que tu avais reçu pour le concours international de guitare, Intercaraïbes de guitare, pardon. Et puis, tu as participé aussi au Carrefour mondial des guitares. Je pense que Jean-Marc Medeuf ne devait pas y être étranger. C'est ça, ouais. En fait, dans la guitare, c'est vraiment une rencontre. J'ai vraiment poussé. Effectivement, je pense que j'aurais pu être un guitariste professionnel. Et je relisais cet article où on dit qu'apparemment, j'étais déjà très doué. C'est très important pour moi. Et puis, comme je suis un gagnant, je voulais aussi aller le plus loin possible. J'ai été poussé par ma mère, je le disais. Et puis, la rencontre avec Jean-Marc Medeuf, qui est pédagogue, il m'a ouvert aussi... c'est quelqu'un qui est capable de dire, tiens, je sens qu'il y a une sensibilité. Et il a vu la sensibilité, par exemple, brésilienne que j'avais avant que je ne le sache. Et au Brésil, je me suis régalé d'ailleurs quand je suis parti. Donc, dans la guitare, effectivement, depuis tout jeune, et aujourd'hui, encore plus présente maintenant que j'ai retrouvé un équilibre. On va voir quelques photos justement de l'homme à la guitare. C'est ça. Avec des cadres très différents. Différents, Bon, alors, en Martinique à gauche, sur la scène de São Paulo, au milieu. C'est une scène où on a joué devant 10 000 personnes avec mon père. Donc, c'est vrai que c'est ça aussi la musique. Et puis, à droite, je crois que c'est le concert d'EDS à l'Atrium, un des derniers. Et là, on voit les yeux fermés, l'artiste qui communique avec sa guitare.
Tu sais, en fait, c'est assez drôle, mais je trouve que l'exemple de la guitare, c'est très parlant entre le rationnel et le spirituel. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai étudié la musique avec des partitions, et je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai arrêté. Et aujourd'hui, si tu me présentes une partition, je ne sais pas la lire parce que j'ai une approche, je préfère avoir une approche totalement sensible et intuitive. Ouais, c'est-à-dire que j'écoute ce qui se passe et je me pose la question de quel peut être mon apport. Et c'est un petit peu ce que j'essaye d'avoir dans ma vie, c'est de dire il faut que ce que j'amène ait vraiment du sens pour l'ensemble. Et c'est ce que j'aime dans la musique. Ouais. Et on comprend pourquoi tu as une telle collection de guitares, parce que ça te permet de choisir en fonction des prestats. Voilà, il y a des guitaristes qui en ont beaucoup plus, mais chaque guitare, c'est aussi une histoire, en fait. La guitare à gauche, c'est pendant ma tournée avec Kassav, puisqu'il faut savoir qu'effectivement, avec Aoi Music, on a... Il a même joué avec Kassav, enfin tourné avec Kassav. Voilà, effectivement, c'était en 2010, 2011. En fait, Eric, l'artiste que l'on a produit, Eric Péduran, qui a eu un succès incroyable. On va en parler. En fait, on avait pu faire une tournée. Et donc, au Canada, j'ai pu acheter cette très belle guitare qu'on ne fait plus. C'est une magnifique guitare. La Fender qu'il faut avoir, que j'ai acheté en Martinique. La Godin, qui est la guitare classique. Et puis, le Cavaquinho tout à droite, qui est une très belle, un très bel instrument que j'ai acheté pendant ma vie au Brésil, chez un luthier. Voilà. Alors, forcément, tu l'as dit, ta maman a été très importante dans ton inspiration musicale. Et puis ensuite, alors je précise que j'ai fait une petite inversion parce que Aoi Tech existe déjà depuis 2005. Aoi Music, Aoi Music, pardon. Oui. Au moment où tu commences effectivement à manager ton père, on va dire. Ouais. Et là, on voit deux photos. Alors la photo avec le tambour, le tambour qui est presque le prolongement d'Edmond. Et puis à côté, vous êtes sur scène tous les deux. Oui, en fait, en 2005. Moi, je suis de retour déjà. J'avais fait une expérience à Trinidad. Il y avait eu Buena Vista Social Club et j'avais vu l'entrepreneur trinidadien travailler sur un très beau projet à Dirty James à Trinidad aussi pour remettre en avant des stars oubliées. Et là, je me dis, mais en fait, moi, j'ai mon père, je veux faire quelque chose et donc je lui propose de revisiter son œuvre. Et là, il me dit, mais tu es sûr, le belay, c'est traditionnel. Voilà, qu'est-ce que tu veux faire exactement? Alors, il avait déjà son expérience belay, nous, et je lui ai dit, OK, on y va. Et c'est comme ça que ça a lancé la saga Émotion Belay. Et donc, je suis devenu effectivement son producteur à ce moment-là. On a créé j'ai créé la structure avec Siam, qu'on va voir tout à l'heure. Et puis, à droite, c'est le Shrine. Parce qu'on a tourné avec mon père. On est allé partout. Et là, on est à New York. On a été invité à New York. On est à Harlem. Et c'est extraordinaire parce que ce jour-là, il y avait pas mal d'Antillais qui étaient dans la salle, notamment. Ça doit être effectivement formidable de pouvoir jouer avec son père et construire comme ça une aventure musicale, un challenge musical avec lui. On va voir ce flyer. C'était donc le spectacle du New Morning. Alors, le vendredi 10 juin, de quelle année? Ça fait combien de temps à peu près? Alors là, ça devait être autour de 2012, je pense. Ouais, sûrement. Puisqu'effectivement, on part au Brésil en 2012. Donc, c'est ça, c'est 2011 ou 2012. Ça, c'est un grand moment parce que le New Morning, c'est vraiment une salle mythique où les grands ont joué. Et c'était une magnifique fête. J'avais réuni... Mais on regarde un extrait. OK, allons-y, Voilà, 2012, New Morning, un très bon souvenir. Avec ton épouse. Ouais, voilà, mon épouse. Et Boris Renadelaï. Voilà. Boris Percu pour... C'est ça. En fait, et on ne le voit pas, à droite, il y a Thomas Bellon, oui, tout à fait. qui est à droite, mais bon, le cadrage n'est pas bon. C'est un très bon moment. J'aime bien le mélange des gens parce que je sais que ce jour-là, il y avait à la fois mes collaborateurs d'Orange qui étaient là,
il y avait beaucoup de gens. Je me rappelle qu'il y avait le père de Kalash qui était là. Je crois qu'il y avait Justine Béroir qui était là dans la salle, qui était venu nous voir. Il y avait Fred D qui était monté sur scène, Dédé Saint-Prix. Enfin, c'était un très beau moment. On avait eu plusieurs moments. Et effectivement, c'est aussi... J'aime bien aussi cette idée de tremplin, parce que c'est ce jour-là aussi où quelques musiciens qui étaient là ont découvert Boris. Oui. Il a eu après l'expérience avec Kassav, etc. etc. Donc, non, c'est extraordinaire. La musique, ouverture de possibilités. Et ton épouse, formidable danseuse de ballet? Alors, effectivement, danseuse tout court. Hein. Oui. Danseuse tout court, parce qu'elle danse aussi le modern jazz avec Marlène Zecler, mais elle danse très bien la samba aussi. Donc, effectivement, à chaque fois qu'on a pu avec Émotion Ballet, donc le groupe avec mon père, on l'a emmené. Donc, on a fait pas mal de prestations avec elle aussi. Alors, la samba, tu viens d'évoquer la samba, forcément, ça nous ramène au Brésil. Et l'expérience Omelo. C'est ça. Alors, dis-nous. Alors, Omelo, c'est moi. Omelo, c'est moi, parce qu'en fait, quand j'étais un peu plus jeune, comme j'aimais la musique, on disait qu'il était mélomane, et comme ça allait bien avec Manuel, on disait Mélo Manuel, et après, O, c'est le Mélo, Omelo, voilà, donc Omelo. C'est quoi l'histoire? Avec différents looks? Ouais, avec les différents looks, ouais. Omelo, en fait, c'est parti d'une provocation. Sur la photo de gauche, on voit Jérôme Gras, avec qui j'étais à HEC Paris. Ouais. L'autre guitariste. Donc, bassiste. Oui, c'est ça, bassiste, pardon. Je faisais beaucoup de musique à HEC. J'ai rencontré mes meilleurs amis, ils faisaient de la musique. Et quand j'arrive au Brésil, en 2012, il est là, ça fait un petit moment, il me dit, on va faire de la musique, on commence à composer. Et puis, à un moment donné, il me dit, on n'a pas de chanteur, tu vas chanter. Et donc, il me donne le défi... qu'on compose et que je chante du coup en portugais du Brésil alors que je viens à peine d'apprendre la langue. Et je me suis lancé le défi. Et puis à côté de moi, il y a donc à ma droite là devant le micro, il y a un très grand chanteur, Léo Fressato, qui est brésilien lui. Et donc pour ce projet Omelo, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment un pont entre la Caraïbe et au Brésil. Tous les musiciens les excellents musiciens avec qui j'avais travaillé pour le projet d'Eric, je leur ai demandé s'ils étaient intéressés. Et une partie d'entre eux, donc Thomas Bellon, Boris Renadelaïde, qui avait joué aussi avec nous, avec Eric, et puis d'autres super guitaristes, Yann Negrit, ont accepté de venir. Et puis on a mélangé ça avec des artistes brésiliens. Ça a donné un très bel album. Et Scoop, on va voir. Oui. Écoute, on en parle. Scoop, je vais pouvoir présenter ce projet dans quelques mois. Formidable. On regarde un petit medley. Eu teria feito tudo por você, seu cabelo amarelo. Atravessaria o mundo por você, só por seu cheiro caramelo. Botei pouco mais de azul no céu, pra ver o meu cinza virar amarelo, como sou da sua terra, amarelo, como areia do seu mar, amarelo, como a sua bandeira. On patine pour garder, on patine pour aimer, on patine pour songer, patine pour veiller, s'ennuyer, se não me voilà, definitivement l'amour qui vante, petition la raison. Olha, já estava tudo também resolvido, você para mim jamais iria olhar. Eu só poderia ser o teu amigo, você nunca iria de fato me amar. Então eu corro, pra não ver você passar, não me leve a mal. É que agora que eu sei de você, vejo vir com você junto um vendaval. Um vendaval, um vendaval, um vendaval. Voilà, donc Omelo, c'était à l'époque ton nom de scène, ton nom d'artiste. Au Brésil, voilà. Une expérience, je pense, inoubliable pour toi, à tel point que tu nous annonces là que tu vas la relancer. C'est ça, donc j'avais déposé un dossier de résidence à Atrium qui a été accepté, donc je pourrais présenter ce projet, parce que je l'ai très rarement joué en Martinique. Il a 10 ans, là, j'ai 10 ans de moins là. Et en tant que chanteur de bossa nova, pas mal, hein. Merci. Mais en fait, c'est ce pont qui est magnifique, parce qu'on a Léo Fressato qui apprend un petit peu de créole, qui chante le créole alors qu'il est brésilien. Et on a Ronald Tull qu'on entend au piano sur le premier titre. Non, c'est génial la musique. Mais ils se sont jamais rencontrés.
On a Jussi Paavola, peut-être qu'on va voir en photo tout à l'heure, qui est finlandais. On le voit justement, il suffit de demander Emmanuel, voilà, qui est un de tes meilleurs amis, avec un grand A, mais aussi un super collaborateur musical. Je suis même ému en le voyant. Jussi, pour moi, c'est l'intelligence même. C'est-à-dire, il est finlandais. Il est finlandais. Comment te dire, il me voit avec une housse de guitare dans l'avion, il vient me parler. Il allait déjà aux Antilles, donc il avait déjà cet intérêt pour la Caraïbe. Et c'est le début d'une amitié incroyable. C'est un musicien exceptionnel, exceptionnel. Il joue de la flûte, du saxophone, mais enfin, il faut vraiment comprendre, il a vraiment un très, très grand niveau. Il a fait partie de l'équipe avec Eric Pédurand, donc il joue sur les albums, les premiers albums, Chayekor, etc. Mais après, on allait jouer à Cuba ensemble, on allait jouer partout. Il joue sur le projet Omelo. Et j'aimerais bien peut-être même essayer de voir pour le faire venir. Aujourd'hui, il vit en Dominique. C'est le plus finlandais des Dominicains. Il a vraiment, lui, un intérêt marqué pour les musiques de la Caraïbe. Il est exceptionnel. Et puis, il nous a invités en Finlande. On a passé du temps aussi avec lui là-bas. Et c'est là aussi que... Voilà, des fois, on aime faire on aime mettre des cases ou expliquer des choses, alors qu'en fait, pas du tout. Et c'est la vraie intelligence de cœur. Et puis Siam Lee, tu en as parlé tout à l'heure, qui a été ton associé. Alors, on aurait dû en parler un peu plus tôt, parce qu'Arui Music, c'est 2005. C'est ça. Et aujourd'hui, c'est ton associé au sein d'Arui Music. C'est ça. Et là, pareil, Siam, il est franco-cambodgien. Et pareil, il est tombé amoureux des musiques caribéennes. Et c'est lui qui me fait découvrir Eric Pédurand, parce qu'il l'a croisé et il me dit, nous on s'est croisés par hasard, il me dit, il faut que tu découvres ça. Et à ce moment-là, je dis, waouh. Et donc j'arrête tout, j'avais prévu de produire mon père, je dis à mon père, patiente un petit peu. Et depuis avec Siam, on s'est pas quitté, on a produit beaucoup de choses ensemble. Et on va voir justement cette production avec Eric Pédurand, Chayekor, et puis derrière, on va te retrouver en tant que musicien. Très bien. Dans un tube en Martinique. Parler, exprimer, pas craquer. Oui, la vie qu'a chaillé, depuis ou petit ou pété gentil, nous pas j'en songer sous France ou Tini, la vie qu'a chaillé, m'en prier pour un madame, m'en toujours célibataire. Maman de bon Dieu l'argent, mais contre moi a découvert. Yo dit c'est malédiction, passe-moi toujours l'hôpital. Ça peut que changer à rien, c'est un bras bon Dieu moi qui rete. La santé, c'est où qui bat moi. La joie, c'est où qui bat moi. Et même ça, ou pas qu'à bat moi, c'est bénédiction quand même. Alors, on a vu là deux facettes du professionnel de musique, Manuel Mondésir, le producteur, compositeur, et puis là, le musicien avec Ryan Labiche sur Bénédiction quand même. Exactement. Alors, c'est génial de revoir les photos de Chayekor. Chayekor, encore une fois, c'est pour moi la très belle histoire de musique parce qu'on a Kassav. Et là, sur Chayekor, pour moi, on a un petit peu de Kassav parce que le Tibois, c'est la Martinique, mais sur le cas, c'est Arnaud Dolmen qui joue, qui aujourd'hui fait une carrière extraordinaire en tant que musicien. Et puis pour Ryan Labiche, effectivement, moi je l'avais... Regarde, Jean-Marc, je crois que tu étais en Guyane, et moi je passe très peu de temps sur les réseaux, parce que comme tu sais, la vie est une question de choix, les réseaux sociaux. Et je tombe sur une vidéo de lui, je dis, waouh, il y a vraiment quelque chose qui me touche chez lui. Et donc, je sais pas, je mets une pensée. Et puis, il passe me voir un jour où je joue et me dit, ah ben tiens, il faudrait qu'on joue ensemble. Et il me chante cette chanson et je dis, waouh, ça. Parce que moi, j'aime aussi écrire des tubes. J'en ai écrit pas mal. Et là, pour le coup, Bénédiction, quand même, j'y suis pour rien. Mais j'ai tout de suite senti qu'il y avait quelque chose. Et donc, ça a été un vrai plaisir de collaborer sur ce titre et de pouvoir faire partie de cette belle aventure. Alors, on va voir quelques-uns des artistes que tu accompagnes depuis quelques années. Alors, EDS, 5K et puis Demoiselle 10. C'est ça. Alors, je vais commencer par Demoiselle 10. Pareil, pour Demoiselle 10, c'est en allant sur Instagram. Je la vois jouer avec... un guitariste éminent, Kevin Torres, et je me dis, wow, elle a vraiment quelque chose. Et je la connaissais parce que ma femme lui avait donné des cours de portugais. Et donc, je la contacte et je lui dis, non, mais tu as vraiment quelque chose. Et on commence à travailler.
Et je lui ai offert le titre, voilà, Panitent. On regarde. C'est moi qui vole, c'est au cas si nous j'adore de vivre sans nous river joindre pièce côté. Fais-moi douter. Dis qui ça moi les qui m'ont pour sauver l'amour. Une magnifique balade, on peut l'appeler balade. C'est ça, ouais. Alors là, en l'occurrence, en acoustique, mais bien entendu, il existe aussi une version plus rythmée. Ouais, c'est le tube, ça a été le zouk qu'on a travaillé avec Johan Danier, qui est un éminent musicien et arrangeur. Et effectivement, Demoiselle 10, ça a été aussi le morceau qu'il a lancé. Aujourd'hui, c'est... Il y en a eu d'autres. Voilà, depuis, on m'en a pas dit, etc. C'est ça, exactement. Mais c'est une artiste installée. Et moi, j'aime bien être aussi à l'impulsion. C'est ce que j'aime. Et là, détecter un talent, écrire. Donc là, à l'écriture, on a coécrit le texte avec l'aide, parce que la plus grande partie de la plume vient justement d'EDS, qui est Edson Martin, qui est mon beau-frère, et qui est aussi un artiste avec lequel je travaille depuis 20 ans, mais on a vraiment intensifié la relation. On le voyait aussi en photo. Et on va le voir, on va l'écouter aussi, parce que c'est le titre qui vient de sortir. Voilà. On écoute. Très bien. Moi t'es qui aime Baoli, manière ou mériter en moun Baoli, sans quitter au dormi, faire arrêter, méditer toute la nuit, dans les qui hôtel ou mettez sa darling. Et moi t'es qui aime Baoli, manière ou mériter en moun Baoli, sans quitter au dormi, faire arrêter, méditer toute la nuit, dans les qui hôtel ou mettez sa darling. Et moi t'es ni sa poutie, Gial a pas tout dit, Bladje fuck tout bout et derrière ça pas tout dit. Même si on l'autre péché nous dit ça nous nie, ça pas cassifi, mais t'es fait tout l'été. Fuck nourri, pour y lever, c'est pas y boire, pour t'y fait pas éteindre tout de suite. Différents manières virer l'email, et moi t'es que aime Baoli. Manière ou mériter en moun Baoli, sans quitter au dormi, faire arrêter, méditer toute la nuit, fallait qu'il hôtel nous mettez sa table. Baoli, composition de Manuel Mondésir. Tu joues aussi à la guitare sur ce titre. Ouais. Alors, on n'a pas eu le temps de parler de Cinqué, qui est aussi un des artistes que tu accompagnes, que tu manages. Donc ça, c'est tout récent. Hein. Ça vient d'être mis en ligne. Le Baoli, d'ailleurs, sur lequel on entend Demoiselle 10, c'est Cinqué. Cinqué, pareil, on l'a connu à l'époque à Paris. Il y avait tout un écosystème autour du Belley. Il y avait l'école Belley Paris, il prenait des cours. Et puis, lui, il gravitait autour. Et puis, à un moment donné, j'entends sa voix. Il commence à travailler un peu plus avec EDS. Et je me dis, il a vraiment quelque chose. Et pareil, c'est un vrai plaisir. Il a une très belle plume. Et aujourd'hui, on a ce noyau, effectivement, où, avec Demoiselle 10, Cinqué, EDS, qui étaient d'ailleurs les invités dans le dernier atrium de DS. Et voilà, ça fait plaisir, en fait, de mettre aussi une énergie et une inspiration pour des artistes... d'une nouvelle génération qui ont du texte, qui ont de l'engagement, qui ont une sensibilité. Et pour moi, la musique, c'est ça aussi. Et tout à l'heure, on voyait Yussi, Paravola, le Finlandais. C'est lui qui m'a fait découvrir Djavan, qui est un très bel artiste du Brésil. Et quand j'ai découvert les musiques brésiliennes, je me suis dit, mais en fait, on peut garder une musique d'une qualité exceptionnelle qui va plaire aux musiciens et en même temps parler au peuple. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire avec ces nouveaux artistes, c'est qu'un musicien se dise, tiens, il y a quelque chose derrière, et que le grand public se dise « Wow, ça m'a embarqué soit dans les mélodies ou soit dans le texte ». Manuel Mondésir, on aurait pu faire 2 émissions avec toi, tellement il y a des choses à dire, mais là, tu connais le principe. Il ne faut pas qu'on déborde trop. C'est ça. Donc voilà, vraiment, merci beaucoup d'avoir partagé ce parcours qui presque ne fait que commencer. Hein. On va voir notamment au niveau musical, mais pas seulement, que tu as encore beaucoup de projets. Donc merci beaucoup, Manuel. Merci. C'était un plaisir. Avec plaisir, à bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis et à très bientôt sur Zitata. Bonne soirée, bonne journée.